la base, j'étais prof de musique en collège. Je me suis planté pas mal de fois sur mon matériel perso. J'ai fait le pari de me lancer quand je me suis senti assez à l'aise et assez compétent pour proposer mes services aux gens. Là, il y a différentes écoles, il y a des réparateurs qui disent il faut pas lubrifier, d'autres oui, il y a des manuels qui disent oui, d'autres non. WD-40, il ne sert que pour les usages ménagers, ça ne sert pas du tout dans les appareils photo, en sachant que les champignons, en vérité, s'il y a un tout petit peu, ça se verra pas sur la photo. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de réparation d'appareils photo argentiques. Il y a quelques temps, j'ai cherché à faire réviser intégralement mon Pentax Spotmatic SP. En soi, il n'a pas de gros problèmes, mais il y avait quelques petits trucs qui dysfonctionnaient. Je crois que la cellule ne fonctionnait plus ou était mal réglée. Il y avait quelques vitesses qui n'étaient pas forcément très justes. Et du coup, voilà, je voulais faire un check-up global de cet appareil photo et j'ai cherché des réparateurs locaux nantais et je suis tombé sur Minoltor. Minoltor, c'est une entreprise qui a été créée il y a peu de temps par Julien qui s'est mis à son compte pour faire de la réparation photo. Il vous en parlera un tout petit peu plus tard dans cette vidéo. Et l'idée, c'est de faire une vidéo en deux parties. La première partie, c'est une interview de Julien dans laquelle il va également vous donner des conseils pour réparer éventuellement vous-même votre appareil photo, des choses à faire, des choses à ne pas faire, quels outils on utilise, etc. Bref, dresser un petit panorama de la réparation photo argentique comme il la pratique. Dans un second temps, il y aura une autre vidéo qui sortira normalement la semaine prochaine où je vais beaucoup plus loin dans le détail de la réparation du Pentax. On a filmé ensemble avec Julien les différents points de réparation, donc vous verrez le démontage, le remontage, et entre les deux, les différents points de contrôle, de vérification et de nettoyage pour s'assurer que la révision était nickel. Avant de vous laisser avec Julien, sachez que si vous voulez d'ores et déjà regarder la deuxième partie dont je viens de vous parler, vous pouvez tout à fait la voir immédiatement en souscrivant aux membres de cette chaîne. Il y a un lien dans la description. Ça coûte 2 ou 3 € par mois pour avoir accès à des vidéos anticipées et des vlogs exclusifs. Trêve de bavardage, je vous laisse cette fois-ci avec l'interview de Julien de Minoltor. Salut, je m'appelle Julien, j'ai 33 ans, je vis à Nantes. Et il y a un peu plus d'1 an, j'ai monté une entreprise de réparation de matériel argentique qui s'appelle Minoltor, qui vient de ma passion pour le matériel Minolta. C'était mon premier appareil photo et puis j'ai commencé à collectionner et puis voilà, c'est une référence à cette marque-là que j'affectionne beaucoup et aussi cet aspect un peu Minoltor qui fait super-héros alors que c'est des choses qui sont particulièrement petites et minutieuses, donc il y a une espèce de contraste que je trouve assez drôle. Il y a aussi l'histoire du Minotaure qui sort du dédale. C'est un ami qui m'a trouvé le jeu de mots et j'ai validé, je trouvais ça chouette. Et tu l'as crédité en droit d'auteur? J'ai dû le dire une ou deux fois hein, quand même. Il a aussi créé le logo, il s'appelle Persil Fragile. Il fait du très bon travail. Donc voilà, j'ai créé l'entreprise il y a un peu plus d'1 an. Du coup, j'ai commencé à vendre mes services aux gens, à travailler avec les magasins nantais. À la base, j'étais prof de musique en collège. J'en ai eu un peu marre. Il y a cette passion de la réparation qui est arrivée, ça s'est tuilé. Et puis j'ai fait le pari de me lancer quand je me suis senti assez à l'aise et assez compétent pour proposer mes services aux gens. En termes de réparation, du coup, je ne fais absolument pas tout. Je me concentre surtout sur les réflexes 24-36 des années 50 jusqu'aux années 80. Je fais pas d'autofocus, je fais pas de point and shoot. Principalement parce que la réparabilité de ces appareils en fait est très faible. C'est du plastique, de l'électronique, il n'y a pas grand chose qu'on puisse faire une fois qu'il y a une panne et on ne trouve pas les pièces. C'est souvent du temps perdu en fait. Donc surtout voilà, du 24-36, du télémétrique. Je fais un peu de TLR, type Rolleiflex, type Yashica. Et je ne fais pas, notamment les Leica M, je ne fais pas le moyen format type Mamiya, tout ce qui est 6.7. C'est des choses sur lesquelles je me suis jamais formé, j'ai jamais encore eu l'occasion, et puis pour l'instant j'ai pas forcément l'envie de le faire. Au début en fait j'ai commencé à réparer sur quand je collectionnais les appareils Minolta, j'en recevais des lots entiers, des fois ça fonctionnait pas, et j'ai commencé à mettre un pied dedans avec le fameux condensateur des séries X sur les Minolta qui est souvent une cause de panne et qui est assez facile à régler parce que c'est de la soudure. On change un composant et puis l'appareil refonctionne. Ensuite, j'ai commencé à aller un peu plus loin. Je me suis planté pas mal de fois sur mon matériel perso. Il y a 1 an et demi à peu près, j'ai vendu un appareil à une personne qui bosse à un des magasins nantais en lui disant j'ai changé ce truc là dedans parce que ça déconnait et la personne m'a dit ah, tu fais de la réparation, ça pourrait m'intéresser. Je dis oui, après tranquille, hein, je fais pas grand chose pour l'instant. Mais elle a commencé à me filer des boîtiers un peu sur le tas. Souvent c'est des petites pannes, donc je me documentais, je regardais un petit peu les manuels de réparation qu'on peut trouver sur internet, je regardais aussi les forums, et puis il y a un moment donné je me suis dit ça serait quand même intéressant que je prenne la chose un peu plus sérieusement,
que je me forme plus sérieusement. Et en fait, ça, c'est passé par principalement un truc, c'est qu'il y a un site internet qui est lié aussi à un groupe Facebook qui s'appelle Learn Camera Repair, sur lequel il y a des cours de l'époque, je sais pas, c'est des années 70-80 peut-être. On suit les cours et ça nous apprend le fonctionnement des premiers appareils, les différents types d'obturateurs, l'électronique qui se trouve à l'intérieur. Il y a des modèles qui illustrent les propos du cours, notamment il y a un cours sur le Camil, le Pentax Camil qui le dépiote entièrement. Et en fait, tu fais un peu le truc étape par étape. Donc c'est sur papier, mais c'est quand même vachement bien fichu, tu as des images. Il n'y a pas forcément de manuel pour tous les appareils, il n'y a pas forcément ce genre de cours pour tous les appareils. Donc c'est surtout faire du volume, choper des appareils pour s'entraîner. Quand on se sent à l'aise, en fait, les appareils ont quand même beaucoup de similarités entre eux, notamment les réflexes. Quand on connaît le principe global d'un réflexe, on sait qu'on peut le retrouver sur un autre boîtier, d'une autre marque, un autre modèle. C'est juste que les pièces vont pas forcément être placées au même endroit, mais en étudiant l'appareil, on retrouve un peu le fonctionnement et puis on comprend. Puis avec l'aide des manuels spécifiques, heureusement qu'on trouve assez souvent, on arrive à savoir comment ils fonctionnent, quels sont les réglages à faire. Et donc aujourd'hui, je me concentre surtout sur les appareils sur lesquels je me sens vraiment à l'aise. Je prends rarement de nouveaux appareils, sauf si je sais que j'ai la doc technique. Si aussi je sais que je peux le choper pour pièce, par exemple sur le Bon Coin, m'entraîner dessus avant, et après dire « ok, je peux le prendre en charge et m'en occuper ». Le métier nécessite un matériel qui est très spécifique, tout ce qui est type tournevis, qu'on utilise absolument tout le temps. Parce que pour démonter, remonter les appareils, ça paraît assez logique. Certains qui sont particuliers parce qu'ils sont coupés. Ah oui. En fait, c'est un peu le rôle du spanner, Ouais. mais pour des pièces qui sont plus petites. Ouais, voilà. Il y a le fer à souder qui est aussi indispensable parce qu'il y a quasiment tout le temps des circuits électroniques. Même sur les vieux appareils, il y a au moins la synchroflash qui est souvent un fil soudé. Il y a certains appareils, il y a des pinces, il y a ce qu'on appelle les hand spanners qui permettent de dévisser certaines pièces avec des encoches. Il y a un générateur de tension que je peux utiliser pour tester des appareils quand ils sont démontés, pour pas avoir à remettre les piles. J'alimente l'appareil sous tension avec ça. J'ai une station à air chaud qui a un peu le rôle du fer à souder, mais qui ne me sert quasiment que pour faire de la soudure CMS, c'est de la soudure de surface. Sur les circuits imprimés, c'est vraiment les composants qui sont minuscules. Donc on utilise du flux, qui est un produit qui va permettre l'adhérence de l'étain sur les pistes. Et on va chauffer ça avec c'est plus pratique que le fer à souder en fait, et puis ça fait de plus belles soudures. L'appareil qui est quand même le plus important, c'est un testeur d'obturateur, qui va permettre de tester les vitesses d'obturation des appareils, mais aussi la cellule. Il y a une source de lumière qui est calibrée, et qui correspond à des niveaux d'exposition précis, et du coup on se réfère un tableau qui est plus haut là pour savoir en fonction de tel ISO, telle vitesse, telle ouverture, qu'est-ce que je suis censé avoir comme résultat. Pour les appareils qui ont priorité à l'ouverture ou mode programme, ils mesurent est-ce que l'appareil expose bien, c'est-à-dire est-ce que la quantité de lumière qui arrive sur le capteur au moment où je fais l'exposition est correcte. Et coton-tige, cure-dent, j'utilise le cure-dent des fois pour dévisser des pièces métalliques pour éviter de rayer le métal, ou aussi pour appliquer de la graisse sur certaines pièces. Il y a de l'alcool isopropylique qui me sert à dégraisser et aussi à enlever les résidus de colle. Là, j'ai un mélange d'alcool isopropylique et d'eau oxygénée qui me sert à nettoyer les optiques et aussi à nettoyer les capots, enlever la crasse. Là, en gros, j'ai toutes mes petites découpes de mousse pour faire les joints. Et là, j'ai un peu la caisse où il y a tout ce qui est lubrifiant. Il y a de l'huile, il y a différents types de graisse selon les différents usages que j'ai en fonction de quelle pièce je vais devoir lubrifier. Il y a des colles aussi, les colles notamment pour coller les cuirettes qu'on est quasiment toujours obligé d'enlever quand on démonte l'appareil. Un bain à ultrasons qui permet en fait de nettoyer notamment les mécanismes des vitesses sur les obturateurs centraux ou les mécanismes des vitesses lentes sur les réflexes mécaniques. Et du coup ces systèmes-là, en général, pour les nettoyer, on ne les démonte pas entièrement. Okay. Parce que ça se fait, mais c'est vraiment une purge à remonter. Et en fait, c'est pas nécessaire. C'est pour ça que les bains ultrasons sont hyper utiles. C'est parce qu'ils permettent de nettoyer en profondeur les pièces. En gros, je fais un premier bain avec de l'essence F, un deuxième bain avec de l'alcool iso. Et après, là, il y a différentes écoles. Il y a des réparateurs qui disent il ne faut pas lubrifier, d'autres oui. Il y a des manuels qui disent oui, d'autres non. Mais souvent, moi, je mets vraiment une toute petite pointe d'huile sur les pivots des engrenages. Du coup, les choses qu'on peut vérifier quand on achète un appareil, il y en a plusieurs, ça va dépendre aussi du type d'appareil. Des réflexes avant l'autofocus, il y a les joints d'étanchéité. On peut facilement se rendre compte est-ce qu'ils sont morts ou pas. En fait, c'est des petites mousses qui se trouvent dans les portes,
de l'appareil à ce niveau-là, souvent dans les rainures qui se trouvent là, et aussi sous le miroir. Alors, elle ne sert pas pour l'étanchéité, elle sert surtout pour amortir le miroir, pour le bruit, pour les vibrations. Et très souvent, pour les appareils qui ont au moins 40 ans, elles se dégradent, elles s'effritent. Pour les appareils qui utilisent des piles, c'est s'assurer qu'il n'y ait pas de pile qui est coulée et que les contacts à l'intérieur du boîtier et au niveau de la trappe ne soient pas oxydés. Et puis, dernière chose, éventuellement, quand on n'a pas d'appareil de mesure, c'est de faire déclencher l'appareil en s'assurant que l'obturateur il ouvre bien. Il arrive que certaines pannes, les obturateurs n'ouvrent pas, que les deux rideaux traversent en même temps, ou que des lamelles d'obturateurs centraux soient gommées, ce qui fait qu'il n'y a pas du tout de photo, donc là on peut vite voir que l'appareil fonctionne ou pas. Et sur les objectifs, essayer de voir que l'objectif est clair, qu'il n'y ait pas de brume, de voile, et puis s'assurer qu'il n'y ait pas de champignons. En sachant que les champignons, en vérité, s'il y en a un tout petit peu, ça ne se verra pas sur la photo. C'est juste que ça peut être bien de les faire nettoyer en espérant qu'ils n'aient pas attaqué le revêtement, parce que dans ce cas-là, on peut pas... On pourra enlever les champignons, mais ça laissera la trace. Mais c'est bien de s'en occuper assez tôt pour éviter que ça prolifère et qu'à un moment donné, effectivement, ça prenne beaucoup de place et que ça impacte un peu les images, notamment au niveau du contraste. En vérité, tout ce qui est micro-rayures ou les débuts de champignons, ça se voit pas sur les photos, quoi. Même les poussières. Pour les personnes qui ont envie de commencer à faire certaines choses elles-mêmes, quand il s'agit de réparation ou d'entretien, la première chose qui est primordiale, c'est le matériel. Pas acheter de tournevis bon marché, parce qu'en fait, souvent, il y a les vis, ça les abîme. Donc c'est choper les outils adaptés, effectivement. En termes de réparation accessible, il y a le changement des joints, qui peut se faire facilement. On trouve des kits, notamment sur eBay, des kits prédécoupés. Donc ça facilite la chose. Il y a aussi, on peut acheter de la mousse en gros, la découper au scalpel. Parfois, sur les appareils électroniques, où il y a une gestion électronique de certaines fonctions, une chose qui est facile à faire, c'est le nettoyage des contacts. Coton-tige, alcool isopropylique. En pharmacie, tu peux t'en faire. Ah, pharmacie, Ils t'en fabriquent. Ah, trop cool. Je faisais ça au début. Ouais, quand t'as besoin de petites quantités. Ouais, c'est ça. Ouais, parce que si tu te retrouves avec un litre et que t'en as pas tant l'utilité que ça, il faut essayer de s'intéresser un peu aux fonctions de l'appareil avant peut-être de vouloir le réparer. Quand on s'intéresse à la réparation, on s'intéresse un peu au fonctionnement de l'appareil. Et c'est quand même chouette, je trouve, de savoir pourquoi est-ce que mon appareil déconne. Par exemple, les réflexes, quand ils sont bloqués, si tu sais que le principe d'un réflexe, quand tu déclenches, c'est de permettre au miroir de se lever et quand il va arriver en haut, il va permettre le déclenchement du premier rideau. Donc ensuite, il y a un système de timing qui est soit mécanique, soit électronique, qu'une fois ensuite que le deuxième rideau est relâché, arrivé en bout de course, il va permettre au miroir de se rebaisser. Rien que le fait de savoir ça, tu sais que quand tu as un appareil avec le miroir, il est bloqué en haut, s'il est bloqué en haut, ça veut dire qu'il n'a pas fini son cycle. Donc le cycle l'étape qui est juste avant la descente du miroir, c'est le deuxième rideau qui revient mal. Donc ça doit être lié à ça. Il y avait un magazine qui s'appelle SPT. À la différence des manuels qui étaient faits par les marques, en fait, c'était des réparateurs qui faisaient des articles sur les appareils, tous les points de réglage de l'appareil, en termes de vitesse, de tension de rideau, etc. Les valeurs qu'on est censé obtenir quand l'appareil fonctionne bien. Il y a ensuite tout un tuto démontage, notamment pour les appareils électroniques, je pense. Il y a le fonctionnement de certains contacts, de certaines résistances variables, à quoi elles servent, etc. Et à la fin, souvent, il y avait ce qu'on appelle un troubleshooting. C'est genre les pannes, vous avez ce symptôme-là, qu'est-ce que ça peut être ? Qu'est-ce qu'il faut tester? Et c'est vrai que c'est souvent plus facile à lire que les manuels, parce que les manuels, en fait, ils s'en fichent de vulgariser, parce que eux, ils balancent absolument tout ce qu'il y a sur l'appareil, tout ce qu'il y a à savoir. Ces articles-là se concentrent sur les choses les plus courantes et les plus importantes quand on veut faire de l'entretien ou de la réparation. Ce qu'il ne faut pas faire, de se lancer dans des démontages à l'aveugle, dans des appareils notamment auxquels on tient. Même qu'aujourd'hui, moi, je prends toujours des photos du démontage, sauf sur les appareils sur lesquels je suis vraiment à l'aise et je suis sûr de me rappeler. Mais sinon, je prends tout le temps des photos parce que, ne serait-ce que pour les fils, quand je les dessoude, savoir où ils vont, le sens d'un ressort, le sens d'une pièce, telle vis, quand une même pièce est fixée par des vis qui sont différentes, quand ça se voit pas au niveau de la plaque, par exemple, sur laquelle on visse, c'est important de savoir où va chaque élément. Donc surtout ne jamais démonter à l'aveugle, toujours prendre des photos, en prendre plus qu'il ne faut, ça sera jamais de trop presque. Quand une vis force, il faut ne pas forcer justement. Ça peut être que la vis elle est collée, ça peut être que la vis elle a un filetage inversé, donc en fait t'es en train de serrer au lieu de dévisser, et ça finit des fois avec des vis qui sont pétées dedans, donc il faut les extraire. Il faut surtout pas, effectivement, ce que tu disais, le WD-40, il ne sert que pour les usages ménagers un petit peu, ça sert pas du tout
Dans les appareils photo, en fait, ça va mettre de la graisse partout, mettre du lubrifiant partout, ça va avoir un effet très souvent négatif. Et après, les gens qui doivent réparer et qui récupèrent ça, bah, ça coûte plus cher parce qu'il faut tout nettoyer, tout dégraisser et puis après relubrifier. Donc il n'y a jamais de lubrification au hasard, en tout cas. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Les points de lubrification sont précis et c'est pas au pif, quoi. Les optiques, quand on les nettoie, s'assurer de le faire avec des produits adaptés pour être sûr de ne pas les rayer. Moi j'utilise du papier extrêmement fin. En fait c'est pour le verre en général. Ça l'abîme pas, quoi. C'est pas abrasif, ouais. Aussi, si on veut commencer à démonter un appareil, en général, il y a un ordre dans lequel il faut le démonter parce que les pièces ne sont pas montées au pif. Il y a un ordre à suivre et cet ordre, on ne peut pas l'inventer. Et c'est souvent là que les manuels interviennent pour nous dire bah, il faut démonter cette partie-là, puis celle-ci, puis celle-ci. Parce que des fois, on ne peut pas démonter une partie sans avoir démonté d'autres choses avant. Et ça, c'est pareil, on ne peut pas l'inventer. Donc, si vous n'êtes pas sûr de ce que vous faites, ça peut être très risqué. Du coup, t'as amené un Pentax Spotmatic et on va le réviser entièrement. Let's go.